c'est jamais arrivé, hein? Non mais ta gueule, c'est magique. Aussi, il y a une scène où Salazar et ses hommes arrivent vraiment à fond pour essayer de massacrer Jack et les deux autres cons. Et là, comme ils sont super épuisés parce qu'ils viennent à peine d'échapper à des requins zombies, oui, il y a des requins zombies. Donc maintenant, on peut officiellement renommer ce film Zombie Shark versus Pirates. Et au moment où tu te dis, bah c'est bon, ils sont morts, les mecs ils vont venir, ils vont les taillader en 1000 morceaux, et bah oh, au fait, ils peuvent pas monter sur Terre. S'ils montent sur Terre, ils crèvent. Ok. C'est très pratique de le révéler à la seconde près où justement ça pourrait les sauver. Ça sonne pas du tout comme un Deus Ex Machina que t'as sorti de ton cul. Et puis aussi, c'est tout ce qu'il faut faire pour tuer Salazar. Pourquoi on craint ce mec? D'accord que c'est chiant pour ceux qui veulent se balader en mer tranquille, mais tout ce que t'as à faire, c'est lui balancer un petit peu de terre dans la gueule et c'est bon, non? Et aussi le trident, voilà, le trident, à la fin, ils détruisent le trident parce que Henry et l'autre con remarquent un truc par rapport au poème qui les a guidés jusqu'au trident, parce que pour prendre le contrôle des océans, tu dois diviser, voilà. Ce qui, moi, j'avais juste compris que c'était juste pour séparer les eaux en mode Moïse, voilà, c'était juste ça. Non, apparemment, ça veut dire que si tu détruis le trident, ça annule toutes les malédictions du monde. Quoi? Je croyais que le trident permettait juste de prendre le contrôle des océans. En quoi ça implique... En quoi ce serait la source de toutes les malédictions du monde? Encore une fois, c'est un Deus Ex Machina qu'on a sorti de notre cul. C'est ta gueule, c'est magique, voilà. Donc ça règle forcément tous les problèmes. Sauf que même dans la façon dont ça règle tous les problèmes de la fin du film, c'est complètement illogique. Salazar redevient humain. Sauf que le truc de la malédiction de Salazar, c'est pas que ça le changeait juste en zombie. Non, c'est justement que ça le changeait en zombie avant qu'il ne meure. Normalement, enlever la malédiction, ça devrait le buter. Mais bon, il fallait qu'il reste une menace pour que Barbossa puisse se sacrifier, parce que Geoffrey Rush veut se tirer de ce tournage de merde. Et surtout, bien sûr, ça veut dire que maintenant, Will est libéré du Hollandais volant, et il va pouvoir retrouver Elisabeth pour pouvoir offrir à Henry des tapes de petit frère. Ouais, qu'ils aillent se faire foutre tous ceux qui meurent en mer et qui doivent être guidés dans l'au-delà. Je peux enfin pisser! Non, parce que, ouais, on a un petit peu oublié ça, justement. Le Hollandais volant, c'est pas un bateau maudit, c'est un bateau qui doit guider les morts vers l'au-delà. C'est quand même un truc super important, c'est qui est allé justement avec le fait que, voilà, le monde des adultes, il est injuste. Will et Elisabeth sont séparés, ils peuvent se voir qu'une fois tous les 10 ans. Mais voilà, c'est un beau compromis pour permettre à l'enfance de survivre à travers le personnage d'Henry, dont la seule utilité était dans la scène post-générique du 3. Parce que, oui, les Pirates des Caraïbes ont des séquences post-génériques. Parlons de ça, justement. La séquence post-générique de Pirates des Caraïbes 5, c'est le truc qui m'a fait dire il faut buter ces mecs. Donc la scène post-générique, ça se passe chez Will et Elisabeth qui dorment tranquillement, sauf qu'il y a de la pluie et des éclairs dehors, ce qui veut dire que un truc dramatique va se passer. Mais là je suis genre, quel truc surnaturel tu pourrais révéler? Je veux dire, on a détruit le trident qui normalement, selon tes dires, détruit toutes les malédictions du monde. Donc normalement il n'y a plus rien de surnaturel et la saga Pirates des Caraïbes est finie quoi. Voilà, il n'y a plus aucune magie, donc voilà, qu'est-ce que tu vas nous révéler comme future menace? Et là du coup t'entends des bruits de pas super menaçants qui commencent à entrer dans la chambre de Will et Elisabeth, mais au bout d'un moment je me dis, je reconnais ce bruit de pas. Je reconnais ce bruit de pas. Et là tu commences à voir l'ombre de quelqu'un, voilà, qui s'approche dangereusement de Will. Et là tu commences à distinguer un tricorne sur la tête du mec, une espèce de corail sur l'épaule et des espèces de tentacules. Et là tu dis genre, non, non, ne faites pas ça, non. Et là il s'approche de Will tout doucement et t'as un gros plan sur son bras pince de crabe qui s'apprête à le frapper. Et là je suis genre, non, non, non. Et là Will se réveille. Et là je suis genre, ok, voilà, fais en sorte que ce soit juste un mauvais rêve, voilà. Recouche-toi, Will, voilà, reprends tes bras Elisabeth, voilà. C'est juste un rêve, ne faites pas vraiment. Et là la caméra descend et tu vois des furoncles sur le sol. Et t'as la musique de Davy Jones. Les mecs viennent de teaser le retour de Davy Jones pour un 6e film. Non! Oh mais Michael J, tu devrais être content que ton méchant préféré revienne pour le 6e film. Chut. Justement, c'est un de mes méchants préférés parce qu'il avait une belle mort. Il avait un accomplissement de personnage qui était parfaitement complété. Justement parce que j'adore ce personnage, je ne veux pas le voir massacré dans un film qui le fera revenir juste pour du fanservice à la con. C'est même pas logique avec ce que le film dit sur le trident. Je veux dire, en quoi détruire les malédictions permet de ressusciter un mec? Non, parce que Davy Jones, il est pas mort à cause d'une malédiction. Il est mort parce que quelqu'un lui a poignardé le cœur. Et même, admettons que, ok, ça a
permet à Davy Jones de revenir à la vie. Pourquoi il est en forme maudite? Pourquoi est-ce qu'il a des tentacules, le bras crabe, etc. Parce que justement, ça c'était le truc qui faisait partie de la malédiction. Malédiction qui s'est provoquée par le fait qu'il n'accomplissait plus son but de capitaine de Hollandais Volant, à savoir guider les morts dans l'au-delà. Là, quand il n'est plus capitaine du Hollandais Volant, il n'y a plus de malédiction, donc normalement il n'y a aucune raison pour qu'il soit en mode tentaculaire. Mais seulement, voilà, fan service. Parce que c'est con, ils ont filmé par erreur une fanfic. Et puis aussi, c'est un renoncement artistique. C'est genre, ouais, on n'est pas capable de faire un bon méchant. Donc du coup, pour le prochain film, on va juste recycler un méchant que tout le monde aime. Seulement voilà, si Barbe Noire et Salazar sont des mauvais méchants, c'est parce qu'ils sont mal écrits, mal développés. Tu auras beau prendre Davy Jones, si t'as le même traitement, ce sera de la merde. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de Davy Jones un pétard mouillé. Laissez-le mourir. On avait enfin un élément super de Pirates des Caraïbes qui était à l'abri de vos sales pattes, mais non, vous foutez tout en l'air. Et puis déjà que vous avez massacré Jack Sparrow, le personnage qui justement sur qui repose l'existence de cette saga, qu'est-ce que ça va être avec Davy Jones? Donc non, n'allez pas voir ce film. Ça chie littéralement sur la saga Pirates des Caraïbes. C'est tout aussi mauvais que Terminator Genisys. Voilà, c'est exactement pareil. Ça se cache derrière du fanservice pour essayer de planquer la compétence du film. Et très franchement, j'espère que la malédiction des films de Johnny Depp et des films live Disney va encore frapper pour ce film. Parce que putain, je ne veux pas de ce 6e film. Je ne veux pas que l'on massacre Davy Jones. Non. Donc si vous voulez voir un bon film Pirates des Caraïbes en salle, allez voir les Gardiens de la Galaxie 2. C'est un bien meilleur Pirates des Caraïbes que Pirates des Caraïbes maintenant. We are poised to strike. We must act. Goddess agrees. Onward. Trust in my hand. Bienvenue dans cette critique cinéma de Sir Michael Green sur le roi Arthur. C'est pas le bon roi Arthur, ça. Le roi Arthur. Non, c'est toujours pas le bon roi Arthur. Le roi Arthur. Non, c'est toujours pas le bon roi Arthur. Le roi Arthur. Ok, là, je sais que tu ma gueule maintenant. We are poised to strike. Bonjour à tous dans cette vidéo Voxmaker Plus sponsorisée par Warner Bros France eux-mêmes. En effet, Voxmaker a été contacté pour participer à l'avant-première du nouveau film de Guy Ritchie, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Et comme j'étais disponible, j'ai pu m'y rendre moi-même vu que je suis la personne qui parle cinéma. Son pseudo était occupé à ce moment-là. Donc du coup, j'y suis allé et c'était très chouette. Voilà, la réception et tout était très agréable. Il y avait de chouettes trucs, comme par exemple, ils avaient fait une installation à l'entrée où ils avaient le rocher avec l'épée pour que tout le monde puisse prendre des photos pour sortir l'épée du rocher. D'ailleurs, j'ai pas vu les photos officielles de ça pour l'instant. J'espère qu'on verra ça sur le compte Facebook de Warner Bros France. Mais enfin, c'était une très chouette soirée, voilà. Donc ouais, le roi Arthur. Si vous êtes fan de la mythologie arthurienne, j'hésite à vous conseiller ce film, parce que je vous préviens, ils font n'importe quoi avec la mythologie arthurienne. Hein. Le film commence sur Uther Pendragon qui pète la gueule à Mordred. Pour dire qu'ils font n'importe quoi avec la mythologie. Cela dit, si vous me connaissez, vous savez que je m'en fiche de prendre des libertés, etc. Du moment que j'imagine sans problème que ça va casser. Et c'est dû principalement à son réalisateur Guy Ritchie. Voilà, Guy Ritchie qui a un style particulier. Si vous avez vu par exemple ses Sherlock Holmes, vous savez que il a une certaine façon de faire des films qui plaît ou pas. Moi personnellement, je trouve son style très intéressant et assez créatif par moments. Mais voilà, je comprendrais sans problème que certains trouvent ça un petit peu relou. Et par rapport à la mythologie arthurienne, justement, faut se mettre dans la tête que c'est Guy Ritchie derrière la caméra. Donc il va proposer des trucs qui peuvent paraître complètement cons de loin, mais quand on analyse un petit peu le film, ça marche plutôt bien. C'était pareil avec son Sherlock Holmes, parce que voilà, Sherlock Holmes, quand tu le regardes de loin, tu te dis Sherlock Holmes en film d'action, quoi, mais il n'a rien compris au truc. Et quand tu regardes le film en lui-même, tu comprends que finalement il y avait de bonnes idées pour transformer ça en film d'action, etc. Bah là, c'est avec le roi Arthur, c'est pareil, sauf que là, c'est l'aspect urbain. Voilà. Roi Arthur, style urbain, un petit peu limite gangsta, voilà, ça peut paraître bizarre vu de loin, mais ça marche bien, je vais même dire c'est même une bonne trouvaille pour la mythologie arthurienne, parce que voilà, ça montre à quel point Arthur est un roi parfait, vu qu'il sait totalement commencer de vivre parmi le peuple dans la rue, etc. Il s'est magouillé avec certaines personnes parce qu'il a appris ça pour pouvoir vivre dans la rue, donc du coup ça l'aide bien pour obtenir ce qu'il veut quand il sera roi, etc. Donc voilà, c'est une idée qui marche plutôt bien. Mais en autre truc ritchien, on a les montages qui sont assez intéressants.
Je dirais intéressant parce que j'ai bien aimé l'efficacité, l'énergie qui en dégage, voilà, très limite clipesque à certains moments. En même temps, voilà, Guy Ritchie, il a fait pas mal de clips, c'est un petit peu normal qu'il y ait quelques moments un petit peu clipesques, j'ai envie de dire. Mais certains peuvent trouver ça un petit peu trop rapide pour eux. Moi personnellement, c'était le rythme que je peux supporter, mais voilà, je peux comprendre que certains trouvent ça un petit peu trop rapide pour eux. Et aussi les dialogues sont très je prends pour Tarantino, mais dans le sens plutôt mignon. Voilà, et là-dessus le film gagne en personnalité et devient encore plus fun. Les acteurs sont excellents, que ce soit le mec qui joue le roi Arthur, qui est joué par le héros principal de Pacific Rim et de Son of Anarchy, qui arrive à rendre son Arthur crédible avec son charisme, ou encore l'excellent Jude Law qui joue le méchant principal et qui se donne à fond. Le mec, il a un rôle shakespearien et il donne tout dans ce rôle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Jude Law se mettre autant à fond dans un rôle. C'est dingue quoi. C'est rigolo ça, vu à quel point Michael J aime le casting, je pense qu'il a peut-être pas remarqué que David Beckham jouait dedans. Et vu son amour immodéré pour le football, je pense que c'est mieux de garder la surprise. En général, les acteurs sont bons, sauf un. Plutôt une. Celle qui joue la mage. La vache, elle, qu'est-ce qu'elle joue mal. Au début, je me disais, ah, peut-être que en fait, c'est c'est volontaire, voilà, elle est censée mal jouer pour montrer que les mages, ils ont aucune émotion, etc. et tout. Mais de l'autre côté, Jude Law aussi est censé être un mage et pourtant, il arrive à quand même dégager beaucoup d'énergie dans ses dialogues. Donc, je sais pas, l'excuse de les mages sont censés se bloquer les émotions, ça marche pas trop. Et aussi, je me suis renseigné sur l'actrice, c'est celle qui joue Sirena dans Pirates des Caraïbes 4. Et là, je me suis dit, ah! Tout s'explique. Et le scénario, c'est le bien contre le mal. Je vais me dire, c'est à certains moments, voilà, le coup de l'oncle qui tue en secret le père, qui essaye de tuer le fils pour pouvoir contrôler le monde, etc. Voilà, le fils qui est recueilli par des magouilleurs et qui revient encore plus fort et encore plus malin pour pouvoir venger son père et récupérer son royaume. Voilà, c'est le roi lion l'histoire, hein, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il n'est pas prétentieux, il n'essaye pas de se trouver une profondeur, etc. Non, il veut juste faire un film d'aventure fun et qui se veut avant tout cool. C'est beaucoup plus louable que les blockbusters de Michael Bay par exemple, où il essaye toujours de se la péter un petit peu en faisant un petit peu de philosophie à deux balles ou de théorie du complot, etc. ou en prenant à fond au premier degré son truc. Tandis que là, le premier degré du roi Arthur, il marche plutôt bien dans le sens où ça essaye de rendre le film plus cool. Voilà, de se dire que quand les personnages atteignent ce niveau émotionnel, c'est juste pour apporter une certaine satisfaction émotionnelle, plus que d'essayer de raconter quelque chose qui signifie quelque chose. Ce qui fait que c'est un genre de blockbuster beaucoup plus louable et beaucoup plus généreux à mon sens. C'est peut-être pas un film qui révolutionne le cinéma, mais il a envie de plaire, il a envie d'être cool, il a envie de s'amuser avec le spectateur. Et ce genre de générosité, moi, je trouve ça super. Voilà, c'est mon type de blockbuster. Voilà, c'est mon type de film purement divertissement. Surtout qu'en plus, il est très créatif au niveau de son style et au niveau des scènes d'action. Il y a pratiquement pas de scène d'action qui ressemble à une autre. Le combat final, c'est limite jeu vidéo, mais dans le bon sens, dans le sens où l'imagerie, déjà, la forme que prend Jude Law, c'est vraiment boss de Darksider, de Devil May Cry, je sais pas quels autres jeux vidéo dans le film, voilà. Attends une minute là, tu serais pas en train d'insinuer qu'à la fin du film, il y a un super Jude Law géant, dieu du chaos, avec 3 transformations et 15 millions de points de vie? Oh mais je suis pas prêt pour ça moi. Et la mise en scène, encore une fois, c'est un truc qui va plaire ou qui va pas plaire. Voilà, c'est vraiment limite QTE mais encore plus direct. Et ça donne un style qui renforce l'émotion, qui renforce le spectacle. Et là-dessus, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est un blockbuster généreux. Faut pas s'attendre au plus grand film de tous les temps, faut pas s'attendre au meilleur film sur la mythologie arthurienne, mais c'est déjà mieux que le film avec Steve Owen qui se donnait un genre en voulant faire un Arthur super réaliste. Ne sois pas triste comme ça, Clive Owen, t'étais vachement bien dans Les Fils de l'Homme. Allez, prends un mouchoir. Non, rien à foutre d'être réaliste. Là, on assume l'heroic fantasy avec des éléphants plus gigantesques que dans le Seigneur des Anneaux, avec des sorciers qui ont des étincelles de partout, avec une épée Excalibur qui tue 4000
mais qu'en même temps, voilà, on assume le côté Heroic Fantasy. Le seul truc, c'est que peut-être qu'un peu plus de développement aurait permis au film de dépasser le stade de simple divertissement à vraiment très bon film. Notamment par rapport à Jude Law et sa fille, dont le destin est très évident dès les premières minutes, mais quand même, ça aurait été chouette de développer un petit peu leur relation pour que quand une certaine chose arrive, l'émotion soit vraiment à son comble. Bon, pour qu'on comprenne vraiment en quoi ça déchire Jude Law de faire ce qu'il va devoir faire. Mais sinon, voilà, j'ai pas du tout regretté d'avoir vu ce film, j'en attendais rien, parce que voilà, comme tout le monde, je me disais, Guy Ritchie qui fait son Guy Ritchie avec le roi Arthur, ça va être n'importe quoi, mais finalement non, ça colle bien, et ça fait un blockbuster des plus divertissants. Ma critique ne vous a peut-être pas entièrement convaincu d'aller voir ce film, cela dit, ce qui va vous convaincre de le voir ou pas, c'est cette simple phrase. Guy Ritchie qui fait le roi Arthur. Rien que ça devrait vous dire si vous allez aimer ou pas le film. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore Warner Bros France de m'avoir invité pour faire la promo de ce film. Voilà, même si je sais pas si j'ai fait la meilleure des pubs là maintenant. Et à bientôt sur Voxmaker et Voxmaker Plus pour de prochaines vidéos. We must act. Trust in my command. I am prepared. Out with it for my We are brothers. poised to strike. I am prepared. My bidding. I am vigilant. Out with it. No one We are shall building avoid. to strike. Your building is complete. Trust in I my bid. command. Pour ceux qui l'ignorent, je suis un grand fan de M. Night Shyamalan et j'aime tous ses films. Oui, même celui auquel vous pensez quand vous pensez à un mauvais film de Shyamalan. Je peux même vous expliquer en quoi un mauvais film de Shyamalan n'existe pas. Trust Même in my celui-là. command. Donc forcément, j'attendais avec une certaine impatience ce Split, bien qu'étant un petit peu limite. L'histoire de ce film est relativement simple, c'est trois adolescents qui se font capturer par un psychopathe joué par un James McAvoy, qui a la particularité d'avoir 24 personnalités dans sa tête. Et c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça le film. Trust in my command. C'est simple, mais en même temps, voilà, avec ce concept-là, on a de quoi faire. Et justement, le film exploite plutôt bien son concept. Mais enfin, avant toute chose, je tiens à parler de quelques trucs qui me gênent à propos de ce film. Premièrement, c'est pas très populaire ce que je vais dire, mais Shyamalan était meilleur quand il faisait des films comme Le Village ou La Jeune Fille de l'eau. Cette période-là me manque vraiment parce que c'était une période où vraiment c'était une personne tout à fait charmante qui voulait vraiment te faire partager son univers, sa pensée, etc. Ça rendait des films réellement touchants et vraiment beaux. Mais La Jeune Fille de l'eau est un chef-d'œuvre sous-estimé. Revoyez-le vous et surtout avec un esprit ouvert parce qu'il est magnifique ce film. Mais il y a beaucoup de cons qui trouvent son style simplement mauvais, alors du coup il a dû entrer dans une période où il a commencé à faire des films juste beaux, pas mauvais, mais qui sont pas vraiment personnels et touchants que La Jeune Fille de l'eau, Le Village, Le Cygne. Toujours des bons films, hein, j'insiste là-dessus, mais voilà, c'est quand même dommage qu'il ait commencé à limiter un petit peu ce qu'il faisait Shyamalan, juste parce que quelques crétins ont mal compris ses films. Et le deuxième problème que j'ai avec ce film, c'est le premier film, vraiment le premier film de Shyamalan, où il y a vraiment un point scénaristique I am vigilant. qui pose problème. C'est le premier film où il fait vraiment une erreur narrative. Et cette erreur narrative, c'est le personnage de la psy. La psy ne sert à rien dans le film. Je vais même dire, elle aurait dû être totalement supprimée pour ce qu'elle apporte. Déjà, le fait qu'on cut de ces passages où on est censé comprendre un peu mieux la psychopathie de James McAvoy, comprendre le fonctionnement de son cerveau, comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, ont différentes personnalités. Ils peuvent même apprendre à changer physiquement à cause de ces différentes personnalités. Voilà. Mais ça me semble être des informations qui ne sont pas réellement nécessaires pour l'histoire qui se passe et qui de toute façon on peut découvrir d'une autre manière à travers les trois adolescentes. Il y a un moment où elle intervient directement dans la situation avec les trois adolescentes, mais pour ce qu'elle en fait, voilà, ça aurait pu être largement réalisé sans elle. Mais le plus gros problème, c'est vraiment que ces scènes où elle apparaît, ça casse l'ambiance. Je veux dire, pendant tout le film, t'as vraiment cet aspect vraiment claustrophobe où t'as envie absolument de sortir de cette salle par n'importe quel moyen. T'es vraiment dans la tête de ces gamines qui sont prisonnières, quoi. Et ensuite, tu cuts sur la psy qui discute tranquillement, sans aucune tension avec le personnage de James McAvoy, et qui discute avec une autre nana, une de ses voisines, voilà, en train de regarder du télé-HLA ou voilà, ça casse l'ambiance. Voilà, et c'est con parce que justement, tenir une ambiance claustrophobe comme ça tout le long du film, ça aurait été génial.
Après voilà, je suppose que Shyamalan c'est un petit peu forcé à donner cette séquence-là justement pour essayer d'éviter que le spectateur ait des émotions beaucoup trop fortes pour eux ou des situations qu'ils ne peuvent pas trop comprendre. Donc voilà, maintenant Shyamalan est obligé de faire en sorte de prendre les spectateurs pour des cons et ça c'est un petit peu dommage parce que justement la jeune fille de l'eau c'est génial justement parce qu'il ne prend pas son spectateur pour un con, il prend le spectateur pour un enfant qui est tout à fait capable d'utiliser son imagination. C'est ce qui était assez beau. Et maintenant, voilà, le monde n'a fait que lui rappeler que les gens sont cons. Bah, traite-les comme des cons et explique-leur comment marche le trouble de la personnalité. Mais cela mis à part, le film reste très bon. Jeff McAvoy, bien entendu, quand il joue les différentes personnalités, il est excellent. Voilà, ça me rappelle un de mes épisodes de Stargate préférés où le personnage de Daniel Jackson était un petit peu dans ce même genre de situation où il se retrouvait à avoir plusieurs personnalités dans sa tête et la façon de jouer, etc., d'enchaîner les personnalités, ça donnait vraiment un boulot d'acteur vraiment excellent. Mais Jeff McAvoy va même au-delà de ça parce que, surtout en VO, voilà, parce que j'ai vu quelques extraits en VO, malheureusement en Corse il n'y a que la VF imposée, mais voilà, rien que dans les extraits VO, on peut voir à quel point, même au niveau de la voix, il arrive à se transformer en ces différents personnages. Il n'y a pas beaucoup de personnalités présentées, on n'arrête pas de nous dire qu'il en a 24, la 25e s'apprête à surgir, voilà. Mais on n'explore pas toutes les personnalités, il y en a vraiment que 3 qui sont vraiment importants dans l'histoire, mais voilà, on peut voir un aperçu de ce que sont les autres personnalités à travers les vidéos. Et bien sûr le fait qu'on va avoir une suite, donc on va probablement voir à quoi ressemblent les autres personnalités, donc wait and see. Et malgré le fait qu'on n'aura pas la touche personnelle de Shyamalan, on retrouve toujours sa mise en scène qui est toujours magnifique, et bien sûr son style d'humour qui joue un petit peu sur la situation gênante mais qui marche super bien, voilà, comme par exemple la scène où Jess McAvoy se révèle en mode Norman Bates habillé en femme, là ça amène quelques moments gênants qui font rire, surtout quand elle commence à peindre une des filles avec l'autre nana qui mange un sandwich genre. Voilà, c'est ce genre de scène, c'est hilarant. Et Jess McAvoy, comme on peut s'en douter, il s'en joue à donf et ça amène beaucoup de moments vraiment hilarants. Et là-dessus, le film arrive à mélanger le fun et l'effrayant, ce qui est assez difficile à mener quand même. Et aussi, un autre truc qui va faire plaisir à pas mal de fans de films d'horreur, les personnages n'agissent pas bêtement. Mis à part la psy, voilà, la psy, voilà, quand elle commence à entrer en compte dans l'histoire, elle est pas super maligne. Mais les 3 gamines, voilà, elles ont des moments où elles commencent à avoir des idées, elles commencent à agir un petit peu intelligemment. En particulier la Final Girl, j'ai oublié son nom et c'est un tort parce que l'actrice est excellente et je suis sûr qu'elle va avoir une très bonne carrière après ça, donc il faut vraiment retenir son nom, mais moi là maintenant je peux pas retenir, voilà. Personnage qui agit réellement intelligemment, comme par exemple quand Jess McAvoy commence à prendre une des adolescentes pour faire on ne sait quoi dans la salle d'à côté, elle commence à paniquer, essaye de s'enfuir et demande de l'aide à la Final Girl, et vite fait la Final Girl lui prend la tête, il dit pisse-toi dessus. Pisse-toi dessus. Et là, Jess McAvoy l'emporte quand même, voilà. Ils font on sait pas ce qui se passe dans l'autre salle, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'après, il la pousse, la remet dans la salle, vraiment énervé, vraiment frustré. Et là, tu vois qu'elle s'est pissée dessus, et voilà. Il voulait la voir danser nue, et il était vite dégoûté. Très malin. Et surtout, voilà, il y a d'autres moments assez marrants, comme par exemple, quand les gamines commencent à se dire hey, il est tout seul, on peut peut-être se battre, voilà. Surtout que je fais du taekwondo. Voilà, la Final Girl, elle fait un petit peu le même genre de réflexion, genre, ouais, genre ton taekwondo à la con va nous aider, quoi. Et le film arrive aussi à bien mener l'aspect injuste de la situation, comme par exemple, t'as des moments où tu dis, il y a un espoir pour qu'il s'en sorte, et non, vous êtes dans la merde. Force. En particulier, le coup de la fenêtre. Enfin, je vous le spoil pas celui-là, mais le coup de la fenêtre, la nana, elle a dû péter un plomb méchant dans sa tête quand elle a compris ça. Et aussi, je vais vous parler dans quelques instants, mais avant toute chose, je tiens à préciser une chose. Il n'y a pas de twist dans ce film. Ok ? Fermez vos gueules une bonne fois pour toutes sur Shyamalan qui fout tout le temps des twists dans ses films. Parce que déjà, c'est totalement faux. Je veux dire quoi, 4 de ses films ont des twists. Sur 12 films, voilà, c'est pas terrible de dire qu'il fait des twists de partout. Hein. Et dans ce film, il n'y a pas de twist. Il y a des révélations, mais ce sont pas de réels twists. Un twist, c'est une révélation à la fin qui change totalement ta vision du film. T'as rien de ça dans Split. Tu as ça dans le 6e sens, dans Incassable, dans le village ou même dans The Visit, mais tu n'as pas ça dans Split. Ce que tu découvres à la fin de Split, ça change pas du tout ce qui s'est passé. Un twist, ça aurait été du genre,
Voilà, les 3 adolescentes, ce sont d'autres personnalités de Jess McAvoy qui essayent de survivre dans sa tête, qui peuvent pas s'en sortir. Ou encore que la psy a mis en place une simulation pour voir qu'est-ce qui se passe quand on offre à Jess McAvoy ce qu'il veut. Voilà, ça aurait été des twists. Mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de twist dans ce film qu'on découvre à la fin. C'est soit de la surprise, soit de la logique narrative. Par exemple, on va commencer à entrer dans la partie spoiler, on va parler de ce qu'on découvre à la fin. Par exemple, le fait qu'on découvre pourquoi la Final Girl arrive à garder son droit dans cette situation. Elle a un tonton qui la viole régulièrement. Viol et torture. Voilà. Et ça, c'est pas tant un twist parce que, honnêtement, dès que tu vois le premier flashback, au début, tu te dis, ouais, il va forcément lui arriver quelque chose, ça va expliquer pourquoi elle arrive à garder son câble et à vraiment à vraiment réussir à manipuler Jess McAvoy pour réussir à se sortir de cette situation. Voilà. Dès que j'ai vu le premier flashback où elle commence à discuter avec son tonton, elle me dit, ouais, on va sûrement découvrir un truc. Après, je dis pas ça en mal, hein, genre le film est prévisible donc c'est nul. Non, c'est juste de la logique narrative et c'est toujours intéressant de découvrir justement qu'est-ce qui est arrivé à travers ces flashbacks. Voilà, moi quand j'ai vu le premier flashback, je me suis dit ok, soit elle a été capturée, soit elle a été violée justement, soit elle s'est paumée en forêt, elle a dû survivre en combattant des animaux ou quelque chose, voilà, selon ce qu'il allait devenir. Et voilà, j'ai eu confirmation au fil des flashbacks. Et même le fait que Jess McAvoy épargne la Final Girl parce qu'il découvre qu'il a toute une religion sur le fait qu'il faut tuer ceux qu'il considère comme impurs, à savoir ceux qui n'ont pas réellement souffert. Voilà, c'est une logique de psychopathe, hein. C'est genre les gens purs, c'est ceux qui ont des cicatrices, voilà, ceux qui ont une vie horrible. Et à la fin, justement, elle découvre que comme elle se fait violer et torturer régulièrement par son oncle, justement, elle a l'âme pure, selon lui, selon sa logique. Du coup, voilà, c'est une logique de psychopathe, donc il faut pas trop chercher trop loin, mais voilà, les enfermer chez toi et les torturer psychologiquement, c'est pas compté comme rendre les rendre pures, les gamines, là. Faudrait peut-être réfléchir avant de les buter, non? Mais la surprise, la grosse surprise qu'on apprend à la fin, voilà, c'est la partie quand je voulais vraiment parler, parce que c'est vraiment le moment qui rend vraiment le film fascinant. C'est toujours pas un twist, mais voilà. Donc à la fin, la Final Girl, bien entendu, elle survit, voilà, elle arrive à être récupérée par les autorités, voilà. Et Jess McAvoy s'est enfui, voilà, prévoyant déjà de faire déferler la bête sur quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, où il commence à parler à lui-même en train de projeter toutes ces différentes personnalités, ce qu'ils vont faire par la suite, il y a une musique qui commence. Voilà, et là la musique elle commence à faire. Trust in my command. Your building is complete. Et là, bien entendu, le fan de Shyamalan que je suis a de suite reconnu et je me suis dit, musique incassable. C'est la musique d'incassable dans ce film. Et là, la scène continue, on te montre le titre du film pour montrer que c'est la fin. Et justement, là, la musique, elle commence vraiment à entrer dans un moment épique. Voilà, on enchaîne à une scène dans un café, voilà, et là, je commence à me dire, bon, ok, c'est quand que Bruce Willis débarque, là, sérieux? Pourquoi vous avez mis cette musique? Ça sert à rien, quoi. Et on voit qu'à la télé, on parle de ce qui s'est passé, voilà, de James McAvoy qui est un serial killer, qui se fait appeler la Horde parce qu'il a plusieurs personnalités dans sa tête. Et là, il y a une nana dans le café qui commence à dire, hey, ça me fait penser à ce mec en chaise roulante qu'on a interné il y a 15 ans. As I thought. Onward. Et là, la caméra avance pendant qu'elle pose la question. Et lui aussi, on lui avait donné un nom bizarre. Comment c'était déjà? Et là, la caméra avance et tu vois derrière elle, oh, son crâne chauve, ce con de Bruce Willis, voilà, qui lui répond. Le bonhomme qui casse. Et là, je suis genre. Et là, je prends mon ami en criant de donc oui, pas vraiment un twist, comme je l'ai dit. Tout ce que ça révèle, c'est que Incassable et Split se passent dans le même univers. Ce qui n'apporte pas réellement de retournement de situation, comme je l'ai expliqué avec les films. Il y a beaucoup de crétins qui disent que voilà, ça donne plus de sens au film parce qu'on découvre à la fin que ça passe dans un univers de super-héros. Là, ces mecs qui disent ça, ces mecs qui disent que le twist repose sur ça, que ça se passe en réalité dans un univers de super-héros, ils ont rien compris à Incassable. Parce que tout le truc d'Incassable, c'est que ça ne se passe pas dans un univers de super-héros. Ce sont des gens qui ont des particularités physiques, qui essayent de se trouver un but dans la vie en se fiant au code des super-héros. Ça ne se passe pas réellement dans un monde de super-héros. Tout le truc, c'est ça. Ils essayent d'apporter le code du super-héros au monde réel. Parce que le reste du monde n'a rien de super-héroïque. C'est sombre, c'est dark, il y a du drame, etc. Voilà. Et pareil, découvrir que ça se passe dans un monde de super-héros, Split,
ça change rien, voilà, c'est toujours une histoire de survie, c'est toujours l'histoire d'une gamine qui en a marre d'être une victime et qui décide de contre-attaquer, voilà. C'est toujours l'histoire d'un psychopathe qui se dispute entre différentes personnalités et dont on découvre qu'il a des pouvoirs incroyables, voilà. C'est au-delà de ça, savoir que ça se passe dans un univers de super-héros, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est ce que ça dit pour la suite, parce que Shyamalan a apparemment une intention de faire une suite, un split et un cassage, où justement le personnage de Dave Dunn va combattre la Horde, voilà, et va probablement s'associer à la Final Girl de ce film. Et du coup, ça devient vraiment intéressant, parce que le projet d'Incassable 2, on en parle depuis un moment, mais j'ai jamais réellement cru. En tout cas, jusque-là, parce que justement, le film montre réellement des petits éléments où Incassable 2 peut donner quelque chose d'intéressant, comme par exemple, là je m'imagine déjà des scènes genre David qui va aller voir Elijah dans son hôpital psychiatrique et lui poser des questions sur comment fonctionne ce personnage qui est clairement typiquement un personnage super vilain. Qu'est-ce que sa famille est devenue? Je veux dire, est-ce qu'il prend bien le fait que sa femme est devenue la première dame et son fils, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a réussi à bien vivre avec le fait que son père est un super-héros. Et d'ailleurs, David, il continue à faire ses trucs de super-héros, ou bien il a laissé tomber après avoir compris que Elijah était totalement taré. Toutes ces possibilités, ça me donne envie de voir la suite. Je sais pas comment il l'a fait, parce que Incassable 2, c'est un projet auquel je ne voyais pas du tout beaucoup d'intérêt, parce que pour moi, Incassable c'est un film parfait, on en rajouter plus. Mais là maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, j'ai envie de dire, ouais, montre-moi ce que tu peux faire avec ça. Surtout qu'en plus, Bruce Willis, là actuellement, au niveau de sa carrière, il a bien besoin d'un boost comme il a eu avec 6ème Sens et Incassable, qui rappelle qu'il est un bon acteur dramatique, qui au lieu de l'enfoncer dans un genre de film d'action qui commence à le saouler, voilà, parce que là, c'est depuis Die Hard 5, le mec... ouais, il est fatigué, il a plus envie de faire il a plus la passion de faire des films d'action, il a juste envie d'arrêter. Donc du coup, le faire revenir dans une suite d'Incassable, je trouve que c'est une bonne idée pour justement le rappeler au monde que je suis un acteur, putain. Arrêtez de me demander de détruire des trucs. Bref, tout ça pour dire que je vous conseille d'aller voir Split si vous l'avez pas déjà vu. Pour moi, c'est un très bon Shyamalan, c'est juste un des meilleurs, voilà, surtout qu'en plus en tant que comparé à Incassable, voilà, c'est pas énormément, mais ça reste quand même un très bon thriller psychologique, et j'ai hâte de voir les prochains films de Shyamalan, surtout s'il s'attaque à cette fameuse suite d'Incassable. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, que ce soit en bonus ou dans Fermez-la et à l'extérieur. Voilà, je poste toujours sur celui sur Pirates des 43, et je vous invite bien sûr à voir d'autres films de Shyamalan, même ceux que vous avez trouvé mauvais pour les redécouvrir et voir que finalement ils étaient pas si mauvais, et bien sûr je vous invite à revoir Incassable, qui est tout simplement un de mes films préférés. Bonne journée à tous et à bientôt sur votre décalage. The goddess agrees. We must act. Proxy to my command. Is it? Bonjour tout le monde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, ce vlog va être un petit peu compliqué pour moi, pour une raison que je vais vous expliquer le plus rapidement possible. Il y a quelques jours, j'étais en train de travailler sur ça. Voilà. Donc je fais un travail de recherche, je fais plein de choses. Et en faisant mon travail de recherche pour ce Pourquoi Jeune Auditeur qui sortira mi-mars à peu près, je suis encore à la bourre, excusez-moi, en faisant mon travail de recherche, j'ai appris un renseignement. Et ce renseignement m'a spoilé Split. C'est-à-dire que on m'a pas spoilé la fin, mais on m'a spoilé un élément du film. Et connaissant cet élément, il n'y avait qu'une seule solution possible au scénario. Ce qui veut dire que, comme tous les films de Shyamalan, ils sont basés sur l'intrigue et le fait de découvrir tout ce qui nous entoure avec les personnages, le mystère, j'ai dit intrigue, le mystère, et essayer de découvrir ce qui nous entoure, de découvrir le monde autour de nous. Et quand on va voir le film en ayant déjà une très bonne idée de ce que va être le mystère, parce que avec l'élément il était anecdotique, mais une fois qu'on le sait, c'est obligatoire la fin que ça amène. Donc, quand tu t'es fait spoiler la fin, et en plus, de façon indirecte, donc c'est vraiment pas de bol, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis navré, il y a un problème principal avec Split, c'est que j'ai pas pu l'apprécier, véritablement. Je vais pouvoir vous en parler presque tout techniquement, parce que j'ai pas pu apprécier le film, parce que je savais où est-ce qu'on allait. J'ai même essayé de me forcer à imaginer d'autres suites, enfin d'autres fins en voyant le film, pour essayer de me convaincre que ce serait pas le cas. Il y a beaucoup de scènes qui ont été assez fortes